spéciales qui nous sont proposées aujourd'hui. Alors j'ai choisi de ne pas parler de Chelsea Real de Madrid. Le match aller avait été remporté par le Real 3 buts à 1 par les Blues grâce notamment à 3 hommes ultra importants. Benzema qui est auteur des 6 derniers buts des Merengues en Ligue des Champions. Puis Valverde qui a fait une interception, 2 dégagements, 3 tacles et qui a respecté à la lettre les stratégies, les consignes de Carlos Ancelotti. Carlos Ancelotti lui-même, l'ancien adjoint d'Arrigo Sacchi, l'ancien sélectionneur de l'Italie en 1994, nous a présenté une manière de défendre face à une ligne de 5 offensif avec une ligne de 4 défensif. Les Merengues partaient avec une infériorité numérique. Il nous a montré une autre manière que coulisser ou changer de système. Il a fait descendre Valverde et Chelsea après a pris beaucoup de risques pour reprendre la main, pour reprendre la supériorité numérique, ce qui a pu leur jouer des tours avec... Revenons à nos moutons avec cette affiche entre deux équipes ultra différentes, extrêmes avec leur style de jeu, que ça soit Villarreal avec la défense, on peut apercevoir des 8-2, des 6-2-2 quand le 4-4-2 est transformé en phase défensive. Elle a seulement 46,8% de possession. C'est l'une des équipes les plus défensives, en tout cas en Europe, en Ligue des Champions, avec l'Atlético Madrid qui nous a encore montré un système encore plus défensif, avec seulement 2 lignes, comme le 8-2 d'ailleurs, le 5-5-0. Puis enfin, c'est l'équipe qui a le plus de possession de la compétition. C'est l'une des équipes les plus offensives, orchestrée par le baby Mourinho de 34 ans, Julian Nagelsmann. On peut voir des lignes de 6 maximum, notamment avec les montées de Tolisso qui viennent rejoindre la ligne de 5, les 5 attaquants qui sont présents dans le 3-2-4-1 ou le 3-2-5, qui est le troisième système le plus utilisé 229 minutes cette saison, même si pour cette affiche, comme lors du match aller, les Bavarois devraient plutôt miser sur un 4-2-3-1 qui se transforme en 4-1-5 avec les montées de Musiala qui a de toute manière, que ça soit dans n'importe quel système, qui a toujours la même fonction de rajouter un joueur en plus en attaque. Et le milieu de terrain en Europe qui réalise le plus de dribbles par match, en moyenne 2,82. Alors, notre preview, on va les découper comme un gâteau en deux. Première partie, ça va être la tactique, ça va être la présentation des deux stratégies. On parlera du 4-4-2, est-ce qu'il est moderne du côté de Unai Emery? Est-ce qu'il y a les mêmes ingrédients que peut avoir Manchester United ou que peut avoir Leicester en phase défensive? On reviendra aussi sur les déclarations de Julian Nagelsmann, un petit peu ambigu, parce que est-ce que avec ces déclarations-là, l'ancien entraîneur de Leipzig nous annoncerait pas que son équipe va jouer un peu plus défensif et voudrait faire jouer contre nature les sous-marins jaunes? On se posera la question et on essaiera direct. On reviendra aussi au match aller, au dilemme qu'il y a eu au niveau du pressing, les mauvais choix, l'un des pires matchs du Bayern de Munich cette saison, et pourquoi une défaite 1-0. Ce match qui oppose des styles de jeu complètement différents, avec un Bayern de Munich ultra offensif, 2,96 buts inscrits en moyenne par match en Bundesliga, dont 86 en 29 matchs, 580 tirs, 225 cadrés, dont 135 tirs de Robert Lewandowski, le meilleur buteur de la Ligue des Champions. Dans ce match-là, je ne vais pas dire qu'il y a quelque chose qui nous choque, mais il y a quelque chose quand même d'assez marquant, c'est les formes géométriques. Parce que c'est vrai qu'on disait de Johan Cruyff quand il était entraîneur soit de l'Ajax ou du FC Barcelone, on disait que c'était le roi du logement, que c'était un obsédé des formes géométriques, mais c'est aussi pareil pour l'ancien entraîneur qui misait sur un 4-3-3 au Paris Saint-Germain, mais qui pouvait avoir un losange au milieu et se retrouver dans un 4-4-2 comme Manchester City ou même le Real de Madrid en phase de pressing. On peut retrouver 1
2, 3, si ce n'est 4 carrés en phase de possession, avec des joueurs qui partent de position de côté dans l'axe, avec Giovanni Lo Celso qui était notamment titularisé pour venir tenir offensivement les montées d'un Alphonso Davies. Là, c'était aussi un mauvais choix de la part de Julian Nagelsmann de le titulariser alors qu'il revenait de problèmes cardiaques. Le Canadien, qui s'est d'ailleurs qualifié pour la Coupe du Monde, c'était plus arrivé depuis 1986. C'est la deuxième qualification de leur histoire, et c'est vrai qu'on avait l'impression que physiquement il avait du mal, et il s'est fait même prendre de vitesse par des joueurs qu'on n'aurait jamais imaginé plus rapides que l'ancien ailier, en tout cas l'ailier de métier. Alors il y avait un dilemme côté bavarois en phase de pressing. Un pressing, c'est vrai que ce Bayern de Munich, on aurait dit un Bayern de Munich qui jouait, qui évoluait, qui faisait son premier match de la saison. On avait l'impression qu'ils avaient du mal au niveau du positionnement, ils avaient du mal à se repérer dans l'espace, ils savaient pas trop qu'il fallait cadrer, qu'il fallait presser. C'était notamment le cas d'Alphonso Davies, qui pouvait des fois arriver un petit peu en retard sur le latéral adverse. Une nouvelle fois, on avait vu côté Villarreal un Rulli qui évoluait plus haut, qui transformait le système, qui passait d'un système avec 10 joueurs de champ à un système avec 11 joueurs de champ, comme on peut voir à l'OM. Je vous l'avais présenté dans une vidéo, mais ça peut aussi être pareil dans d'autres équipes comme Aston Villa, qui peut se transformer en 5-3-3 avec Emiliano Martinez. On peut aussi le voir bien évidemment à Manchester City, à Liverpool, avec le Sénégal aussi, ou même avec le Maroc, avec Bounou. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau du pressing, c'était un pressing un peu type Séville, ou non, parce que pas trop Séville, parce que il y a qu'un ailier qui va chasser, qui va sortir sur l'un des défenseurs centraux, et l'axe qui va rester sur l'autre. Mais c'est un petit peu un pressing c'est un pressing qui ressemble un peu à celui de Liverpool, avec les deux ailiers qui vont se mettre sur les deux défenseurs centraux, et on va voir un Lewandowski qui va évoluer un petit peu plus bas pour qu'il y ait un joueur qui puisse être plus bas, qui forme donc un carré. Mais le problème, et c'est là où il y avait un petit peu ce dilemme là, c'était soit se retrouver en infériorité ou en égalité numérique au milieu de terrain, ou soit être en supériorité sur la première lame de pressing. C'est-à-dire que Lewandowski venait rejoindre les joueurs de côté, parce que le problème c'est que eux marquaient les défenseurs centraux, donc il n'y avait personne pour presser l'ancien Montpellierin Rulli, qui touche plus d'une trentaine de ballons par match. Et ce dilemme là, c'est qu'il y avait donc un 3 contre 2, et si Lewandowski venait pas presser, le problème c'est que lui il était libre pour pouvoir envoyer des ballons sur les côtés, ou même faire sortir un ailier, et ce qui libérait un défenseur central, donc un défenseur central. Donc ça obligerait Lewandowski à sortir, et ça crée soit un 2 contre 2 ou un 2 contre 1. Et on a aussi pareil, ce qu'on peut voir aussi à Liverpool, c'est la pression des latéraux. On peut penser à Robertson ou à Tsimikas. Et de l'autre côté, c'est Alexander-Arnold. Et donc là, c'était pas Alexander-Arnold, mais Benjamin Pavard qui allait chasser le latéral adverse. C'était donc latéral contre latéral. Donc il y avait ce gros dilemme avec un pressing qui, on avait l'impression qu'il commençait à prendre. On avait l'impression qu'ils n'avaient pas l'habitude de jouer de cette manière-là, et c'était le cas, car c'était un pressing différent, inhabituel, et ils n'avaient pas forcément les réflexes de sortir au bon moment. On peut penser à Davids, qui avait aussi l'ailier, le joueur qui était dans l'espace à gérer, et en même temps il devait aller chasser le latéral pour fermer une possibilité de passe. Voilà, finissons par autre chose, avec quelque chose qui montre que Julian Nagelsmann, c'est un entraîneur offensif qui prend des risques. La preuve avec un défenseur central qui va prendre le ballon, qui, comme on peut aussi le voir du côté du Real de Madrid,
va faire la passe vers son latéral et va après se projeter. Ça montre aussi que Davis n'avait pas trop les jambes de monter, de venir créer des lignes de 5 comme il pouvait le faire en 2021, si ce n'est même en 2020, avec Hansi Dieterflick, et ça montre que ils étaient obligés, les défenseurs centraux, d'apporter des choses pour qu'il y ait un petit peu de mouvement dans ce côté qui était pas très offensif, en tout cas qui proposait pas grand chose, un manque de vitesse, il n'y avait pas beaucoup de dribbles à se mettre sur la dent, avec un Alphonso Davies qui réalisait pas grand chose sur ce match-là. Alors maintenant on va repositionner les joueurs de Villarreal et on va se poser la question, alors ce 4-4-2, est-ce qu'il a les bases du 4-4-2 du football moderne? Alors j'ai cité des équipes comme Leicester, comme Manchester United, et je pense à ces deux équipes-là, car elles ont un grand point commun, c'est que en phase défensive, le 4-4-2 peut passer en 3-5-2 avec un défenseur central qui est en marquage individuel sur l'avance. Autre chose, et c'est là où on voit vraiment la différence entre les deux entraîneurs qui ont quand même une belle différence en termes d'âge. Pour Unai Emery pour Donnarumma qui a un cerveau tactique, Unai Emery qui est un entraîneur incroyable pour Etienne Capoue, avec ses autres équipes, que ce soit le Paris Saint-Germain où il avait mis un 4-3-3 en place, c'était toujours lié à un 4-4-2, et en fait ces équipes, elles sont toujours liées, soit le 4-3-3, soit elle va rebasculer vers un 4-4-2, et le 4-4-2 va faire l'inverse et va se rebasculer vers un 4-3-3. Ce que je veux dire, c'est que ce 4-4-2 côté Villarreal, avec des ailiers qui peuvent se retrouver sur la même ligne, c'est que au niveau de l'ailier gauche, on a un joueur qui est souvent un milieu de terrain, et donc il peut venir se resserrer et venir créer un 4-3-3. Et quand le ballon, par exemple là, est à droite, on va voir un joueur qui va sortir, qui va être agressif, et à l'écran on voit un 4-3-3. Et c'est aussi ce qu'on peut voir à Manchester United lors du derby de Manchester face à Manchester City. Et donc de toute manière, les équipes, le 4-3-3 est toujours le 4-4-2 dans les équipes d'Unai Emery. Et c'était pareil au Paris Saint-Germain. Comme je vous l'ai dit, il y avait un losange en milieu de terrain avec Cavani. C'est pareil aussi du côté de Chelsea. Le premier passage de José Mourinho avec Makelele en pointe basse et Didier Drogba en pointe haute. Au milieu de terrain, on peut avoir des joueurs qui redescendent, qui viennent créer des lignes de 5, des lignes de 6. J'ai oublié de vous dire, mais le 4-4-2 qui peut se transformer en 3-5-2, on peut aussi le voir du côté du Real de Madrid lors du Classico, perdu 4-0. Vous pouvez voir toutes les transformations. On a fait une vidéo sur les phases défensives de l'une des équipes les plus défensives pour nous de la Ligue des Champions. Villarreal qui a moins de 50% de possession dans cette compétition. Au milieu, on a des joueurs qui redescendent, qui jouent assez bas, comme Etienne Capoue, qui a fait une interview assez intéressante d'ailleurs sur l'équipe. Il disait que c'est pas du tout un passionné de football, qu'il avait une passion aussi haute pour le basket, qu'il regardait pas de match, que pour lui, à 90 minutes à rester devant la télé, sur son canapé, même avec son fils, c'était trop pour regarder un match de football, mais qu'il avait quand même un petit QI football, même s'il n'est pas sur les réseaux sociaux, et qu'il regarde pas les matchs et qu'il regarde pas les réseaux sociaux. Donc voilà, je pense que c'est tout. Je voulais quand même vous remercier pour ces derniers jours, pour ce que vous avez fait pour moi, pour les soutiens que vous m'avez donnés, que ce soit avec le nombre d'abonnements, en s'abonnant, que ce soit en likant, que ce soit en commentant. Merci à vous et je vous encourage à continuer. Et voilà, j'aimerais savoir aussi votre pronostic sur cette rencontre. Est-ce que c'est Villarreal qui va se qualifier ou est-ce que c'est le Bayern de Munich? D'ailleurs, pour finir, les déclarations de Julian Nagelsmann qui il promettait qu'il allait avoir beaucoup d'intensité lors de cette rencontre, comme c'était le cas en huitième de finale face à Salzbourg. Et il y a une phrase qui est un petit peu bizarre. On a l'impression que peut-être qu'ils vont jouer contre nature. Il disait qu'il fallait peut-être qu'on joue un peu plus dégueulasse. Est-ce que ça veut dire comme l'OM de Villas-Boas laissait le ballon à l'adversaire qui était en jeu
et qui jouent contre nature, qui savent pas trop quoi faire avec le ballon et qui sont pas préparés à faire ça. L'équipe d'Unai Emery qui pour Etienne Capou a tout appris, a appris le football à 33 ans grâce à son coach très intelligent. On n'a pas le génie tactique comme le disait Gordon à Everton sur Frank Lampard, sur l'ancien joueur, sur le meilleur buteur de l'histoire de Chelsea. Donc voilà, merci de m'avoir suivi. Je vous invite à aller regarder mon blog, à aller regarder Football Total, de continuer à regarder les vidéos et même d'aller regarder un article que j'ai écrit sur Diego Simeone, sur son tactique. Donc voilà, merci de m'avoir suivi et à bientôt.